Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré et préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde, et même que c'est l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Rando communautaire étant un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Donc, un endroit où on peut prendre du temps pour relaxer, se ressourcer et réfléchir. Et c'est un peu tout ça finalement qu'on fait quand on se rencontre comme ça avec nos conférences, entrevues, pour parler avec des gens qui ont voyagé, qui ont marché, des passionnés de partout à travers le monde qui nous partagent finalement leurs différentes expériences. On est là donc pour échanger sur la rando. La rando étant un terme très large, évidemment. J'en parle dans mes formations, j'en parle des fois dans mes Facebook Live, etc. La rando au Québec, on peut la décrire en trois catégories. Rando autonomie, c'est beaucoup plus forêt, lac, montagne, raton laveur. Donc, c'est du camping sauvage jour après jour. Donc, on est dans ce genre d'environnement-là. À l'inverse de tout ça aussi, il y a la rando tourisme. Et là, on parle plus de satin, soie, luxe, abondance. Vous voyez un peu le genre, on a des chambres privées, donc c'est vraiment différent de la rando autonomie. Et puis, entre les deux, on retrouve la rando communautaire, le pèlerinage, où on parle plus d'un marcheur, d'un chemin, d'un lieu sacré pour cheminer finalement. C'est ça, la rando communautaire. Et c'est surtout là-dessus finalement qu'on se concentre quand on jase ensemble. N'oubliez pas qu'en tout temps, à travers tout ça, vous pouvez partager avec nous, vous pouvez nous rejoindre via les médias sociaux. C'est disponible via le courriel également, le Facebook et puis la messagerie pour pouvoir poser vos questions. Et bien vous préparer finalement, si ça vous tente, là, de passer à l'action pour justement prendre du temps pour vous. C'est ce que je fais moi. J'aime aider les gens qui sont tannés d'exister au lieu de vivre et qui sentent le besoin finalement de prendre une pause dans leur quotidien pour remettre et peut-être des fois carrément mettre, si on n'y a pas déjà goûté auparavant, mettre de la liberté, mettre du sens dans notre vie ou même du bonheur dans notre vie. Et pourquoi pas en même temps, équilibrer notre santé physique et notre santé mentale. C'est ce qu'on fait donc à toutes les fois qu'on est ensemble comme ça pour parler et échanger avec des passionnés à travers le monde. On va parler du chemin du Québec, on peut parler de Compostelle ou d'autres expériences. Des fois, on sort un peu du cadre également. Ça peut être des expériences où vraiment quelqu'un est allé vivre un événement qui lui a permis de sortir de sa zone de confort pour arriver à ce grand mot qu'on aime beaucoup, qu'on veut tous absorber, qui s'appelle liberté. Hein? La liberté de voyager, de découvrir, de rencontrer des gens, de s'épanouir en quelque sorte, parce que c'est ça de la rando communautaire, d'avoir la chance de rencontrer des gens, voir des paysages, voir du pays, voir comment les gens vivent, mais en bout de ligne, à travers tout ça, on se rencontre soi-même. Et ça, c'est très, très, très enrichissant. C'est important de le faire au moins une fois dans sa vie, parce que des fois, ça permet de se réaligner dans le bonheur, réaligner dans ce qu'on veut, dans ce qu'on souhaite finalement dans la vie de tous les jours. Et j'y crois sincèrement que la rando communautaire, c'est la plus grande aventure de sa vie parce que ça nous permet de se retrouver avec soi et se retrouver avec des gens et de pouvoir bien communiquer et de vivre cette chaleur humaine. Et c'est ce qu'on vit donc à chaque fois avec cette portion qu'on appelle nos conférences, entrevues et des invités de partout à travers le monde. C'est pas arrivé souvent qu'on a rencontré quelqu'un de Touzaguet. Est-ce que je le prononce bien, Alain? Touzaguet, hein? Touzaguet. Touzaguet. Touzaguet qui est au pied des Pyrénées, presque à la frontière de la France et de l'Espagne, donc en France. Et de là, on parle avec Alain Fontes, qui a plein d'activités, d'expériences, d'aventures, de rando. C'est un plaisir, Alain, de jaser ensemble. On va en parler. Mais avant de commencer, Alain, qui est Alain? D'où vient-il? Qu'a-t-il fait? C'est quoi sa bio? Oh, ma bio. Donc,
moi, j'ai toujours été intéressé par ce qui était humain et par la recherche. Donc, j'ai commencé comme apprenti instituteur, puis je suis rentré dans la police, un peu détective, et je me suis intéressé d'une part à tout ce qui concernait la police et la sécurité, mais à la fois en tant que chasseur, mais également en tant que chercheur sur les sciences humaines. C'est-à-dire, et donc j'ai participé à un audit national sur les besoins de changement de la police au niveau national et j'ai dirigé un service régionalement qui cherchait à faire de l'ingénierie formation pour les métiers tous les métiers de la police, aussi bien la PJ que la surveillance du territoire, que les CRS, que l'ordre public, etc. Et donc, je me suis intéressé à tous ces métiers, la prévention, la protection des enfants, les stupéfiants, tous ces métiers-là. Voilà. Donc, ma vie, elle a tourné autour de ça. J'ai dirigé des gros services d'ordre public, hein, des services d'ordre dans lesquels il y avait 1600, 2000 personnes. Hein. J'ai dirigé aussi des petits services. J'ai mis en place des actions de formation en 1978 sur l'accueil des femmes battues dans les commissariats. Donc, beaucoup de choses où Et pendant combien de on a temps, beaucoup innové. pendant combien de temps, Alain, as-tu été policier? Bon, j'ai 77 ans, je suis parti à la retraite à 58 ans, donc ça fait un paquet. Mais combien de temps as-tu été policier? Oh, mais toute ma carrière, donc de l'âge de 25 ans jusqu'à 58 ans. OK, donc un bon 30 ans à être policier. Et Ouais. c'était toujours dans le secteur où tu habites présentement? Non, j'étais alors là, j'ai commencé à Paris. OK, d'accord. Donc, et je le disais tout à l'heure, j'étais quai de Gèvres, j'avais un bureau, quatrième étage du quai de Gèvres, et en face de moi, en face de la fenêtre de mon bureau, j'avais la tour Saint-Jacques, la OK. fameuse tour Saint-Jacques qui est au centre de Paris. Et il y avait en face la rue Saint-Jacques, la rue du Faubourg Saint-Jacques et la rue Saint-Jacques. Et tous les mois, on se réunissait avec d'autres amis d'une autre association à laquelle je participe, et à laquelle je participe encore. Avec des amis, on se réunissait tous les mois pour manger. Et c'est là qu'un jour, je me suis dit, un jour, j'avais 25 ans à l'époque, et je me suis dit, un jour, je ferai le chemin de Saint-Jacques. Voilà. Donc là, on parle à peu près dans les années 70, là. On est là dans les années, effectivement, 68, 70. Et pourtant, dans ces années-là, je veux dire, les chemins de Compostelle, là, c'était presque un mythe, là. Je veux dire, il y a presque personne qui faisait ça. Moi, j'ai déjà fait une entrevue avec une autre personne qui dit qu'il l'a fait en 1986 et les gens le touchaient tellement il y avait Ouais. il passait pour un messie. Alors, mais d'où venait cette envie, ce goût-là ou cette connaissance de Compostelle en 1970? Ben, ça venait du fait que je m'intéressais quand même à tout ce qui était un peu symbolique. Dans ce quartier, il y avait l'église Saint-Méry, qui est une église alchimique, hein, un peu où il y avait le vieux quartier de Paris, le vieux Paris, les Halles. J'y ai habité pendant quelques temps. Donc, ça fait mûrir un certain nombre d'idées. Et puis, ce restaurant rue Saint-Jacques, il était à un cinquième sous-sol. Donc, et on y parlait d'histoire, de la vieille histoire de Paris. Et les chemins de Saint-Jacques, ils étaient connus, en tout cas, parce que il était dit à ce moment-là que les rois ou les princes qui avaient perdu des batailles ou qui avaient été déçus par quelque chose partaient sur le chemin de Saint-Jacques à la fois pour expier et également pour se refaire quelque part une santé. Donc j'avais déjà ça en tête à ce moment-là. Et j'avais aussi en tête toute une symbolique qui n'a pas arrêté de me poursuivre ensuite, c'est cette tour Saint-Jacques de Compostelle, l'étoile au milieu du compost, c'est-à-dire la notion euh, comment dire, de résilience. Et comme j'étais dans la police, et comme je mettais des gens en prison, et comme j'en voyais quelques-uns sortir aussi, et qui étaient très bien, d'autres moins bien,
mais j'en ai vu sortir qui étaient très bien. Et la notion de résilience, ça veut dire quelque chose. Comme la notion d'alchimie, comme la notion de Saint-Jacques et comme la notion de Compostelle. Et c'est vrai que sur le chemin de Compostelle, j'ai rencontré des gens qui étaient des voyous. Et alors, à un moment donné, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu faisais comme métier. J'ai dit j'étais commissaire de police. Alors, du coup, il m'a regardé comme ça et il avait envie de partir. J'ai dit mais n'aie pas peur. Alors, un jour, il a décidé de me payer à manger. Il m'a mené à l'armée du salut espagnol. C'est bon. Il était très content et moi aussi. Écoute, on poursuit et juste au cas, les gens qui regardent ou qui écoutent ceci, oui, il y a une petite variation de son. On en est conscient, là, soyez Oui. indulgents, mais c'est bon. Dis-moi, Alain, donc dans les années 70, tu étais intéressé par Compostelle. Donc, ça a été à quand ton premier chemin de Compostelle? Dans les années. Attends. Oh là, j'avais 50 ans, donc c'était en 95? 95. Ouais. 95. OK, en 95. Donc, ça a quand même pris presque 25 ans pour... Ça, le premier, ça fait longtemps. Et à l'époque, il n'y avait pas des étapes tout le temps, il n'y avait pas des auberges. Hein. Il y a des fois, j'ai dormi avec les rats dans une vieille ruine. Wow. Non, 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 c'était. Et je l'ai fait seul, enfin, en partie seul. Et ça, là, en 95, c'était la voie du puits, là, on parle, là. Oui, oui. Je trouve ça très intéressant, ce que tu dis, Alain, parce que tu étais seul, il n'y avait pas beaucoup de monde, tu dormais avec les rats. Nous, ici au Québec, présentement, depuis quelques années, on a tracé un chemin qui s'appelle le chemin du Québec. Et bien que ce soit assez de base pour dormir, ça déstabilise les gens de dormir sur des lits de camp, sur des matelas gonflables, des trucs comme ça. Mais on est loin de dormir avec les rats. Alors toi, tu es, quand même à l'autre extrême, là. Je veux dire, tu étais vraiment le coup de... Ah oui, parce que non, mais j'étais parti avec un équipement complet, mais je l'ai renvoyé au fur et à mesure chez moi. Tu étais trop équipé, c'est ça? Et oui, 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 on commence toujours comme ça en Eh oui. général. Hein. Et surtout que là, il n'y avait pas beaucoup de guides, il n'y avait pas Mundi Camino, il n'y avait pas tout ça. Mais comment ça s'est Et passé? Hey, non, mais ça, je suis fasciné par ça. Moi, là, j'aimerais retourner dans le temps et faire Compostelle à cette époque-là. Puis toi, avec ta mémoire, comment ça s'est passé en 95? Justement, pas de guide papier, on parle, là. Puis des bornes, il ne devait pas en avoir énormément. Comment ça s'est passé? Ça a duré combien de temps? Puis parle-nous un peu de ça. c'était tracé le chemin, mais pas partout. Hein. C'était mal tracé. Et quand il avait été tracé, quelquefois, il n'avait pas été pratiqué depuis longtemps. Donc, effectivement, il m'est arrivé de me perdre. Hein, mais bon, c'est pas trop gênant parce que de toute façon, il faut bien se dire que le chemin de Compostelle, c'est pas un chemin marqué, un sentier. Ceux qui le pratiquaient à l'époque, d'après ce que j'avais pu lire, et puis j'ai fait des études après là-dessus, euh, toujours dans le domaine de la prévention. C'est pas un chemin, c'était tout un espace où les gens allaient à Compostelle, Mhm. mais à 20 km près, ils passaient pas au même endroit tout le temps. C'était en fonction des reliques des saints qu'ils voulaient honorer, c'était en fonction des gens qu'ils avaient rencontrés, c'était en fonction des difficultés qu'ils avaient, en fonction des voyous, en fonction de la météo, en fonction des ponts qui avaient sauté ou des choses comme ça. Donc c'était pas aussi immuable et aussi tracé que pour nous. Je dis bien tracé parce que ça, il y a une symbolique du chemin de Saint-Jacques, c'est que on est sur la trace de quelque chose, sur la trace de quelqu'un. On n'est pas sur un chemin, on est sur des traces. Il y a une chanson qui le dit bien, ça, et un poème, c'est le poème de Machado, que tu dois connaître certainement, de Antonio Machado. Et les chansons qui sont cantares. Voilà, le chemin de Saint-Jacques, pour ça, c'est ça, c'est pas un chemin bien borné, bien tracé. On est sur des traces. On est sur, alors, des traces qui sont souvent des traces de mort ou des traces de légende, de quelque chose qui s'est passé, qui n'existe plus, qui n'est plus là. C'est-à-dire que
il faut qu'on fasse un travail de recherche Donc, toi, et il faut qu'on aille vers la vie. et c'est ça. Donc, toi, en 95, tu marchais sur cette bande large de 20 kilomètres environ et tu avançais. Ça t'a pris combien de temps? Quand tu es parti de Dupuis, tu t'es rendu jusqu'où la première fois? Après le puits, ça a été, je crois que c'était Monistrol ou Sog par là. Mais est-ce que tu as terminé à Santiago, ce chemin-là, cette fois-là, en 95? Comment? Est-ce que tu t'es rendu jusqu'à Santiago, jusqu'à Compostelle en 95? Non, j'ai été obligé de m'arrêter à un moment donné parce OK. que j'avais mon épouse qui avait été malade. OK. Donc, je me suis arrêté pendant 3 semaines pour aller la rejoindre. Et puis après, je l'ai repris le chemin et j'y suis allé. Ah, OK, Mais OK. sinon, voilà. Mais sinon, je l'ai fait en continu. Ça m'a pris 56 jours, je crois, la première fois. Hein, donc, j'ai fait à peu près 30 kilomètres par jour. Je sais qu'à la fin, j'ai fait 92 kilomètres en 2 jours. Ah, mais quand ça sent l'étable, on est en forme. Et dis-moi comment, justement, j'en reviens à ma question tantôt, tu as dormi t'as dormi dans des endroits bizarres, les rocs étaient pas loin et tout. Euh, comment c'était l'esprit? Tu devais être seul, tu voyais pas beaucoup de pèlerins sur le chemin. Même, OK, tu en voyais peut-être un peu plus quand tu es rentré en Espagne et quand tu commençais à te rapprocher de Santiago, mais à partir du puits, je veux dire, tu étais quelqu'un d'étrange qui marchait de village en village, là. Ah, au puits, il y avait pas grand monde, non. Il y avait quelques pèlerins, j'ai rencontré des Allemands, des Belges, des Anglais, mais disons qu'on ne marchait pas ensemble couramment, on se voyait aux étapes, on n'était jamais plus de 4 ou 5, alors que 10 ans après, c'était 400 par jour qui passaient au même endroit. Hein. Mais à ce moment-là, non, c'était particulier. Et ça permettait d'avoir des contacts particuliers avec les gens. Hein. Moi, je me souviens en Espagne, à un moment donné, je voulais absolument me faire une soupe à l'ail. Il me fallait de l'ail, de la tomate. Je vais dans une épicerie, il n'y avait pas de tomate. Il y avait une cliente qui était là et qui me dit, bon, elle me le disait en espagnol, elle me dit, j'en ai moi dans mon jardin, je vais vous en chercher une. Elle est allée en chercher 2 ou 3 tomates, elle me les a données, elle n'a pas voulu que je les paye. Et alors je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit, priez pour moi à Santiago. Voilà. Ah, c'est beau. Quelle est la Ça, dernière c'est le fois que, chemin. quelle est la dernière fois que tu as marché sur les chemins de Compostelle, Alain? Oh là, maintenant, ça doit faire à peu près une dizaine d'années. OK, quand même, une dizaine d'années. Donc, c'était. Et la différence entre 95 et la dernière fois. Maintenant, avant que tu répondes, on peut avoir toutes sortes d'idées et tout, je comprends, parce que la vie, hein, le monde, ça évolue. Il y a plus de monde maintenant sur le chemin, mais en même temps, c'est peut-être un petit peu moins compliqué. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois ça, toi, l'évolution des chemins de Compostelle? Oh, ben, bon, on ne peut pas couper au fait que ça a été pris en main par le tourisme, ça fait l'objet effectivement d'affaires, de commerce, de problèmes avec les hébergements et la commercialisation. Moi, sur les 2 chemins que j'ai faits, jamais on pouvait réserver dans Mhm, une auberge. On ne pouvait pas réserver dans une auberge. Les aubergistes ne prenaient pas les réservations. Ils disaient, c'est au fur et à mesure mhm. de l'arrivée. Hein. Ce n'est que dans les 50 ou 60 derniers kilomètres en Espagne que là, effectivement, ça devenait difficile et qu'on était obligé d'aller dans des hôtels quelquefois. Hein. Mais ça, c'est pour une autre raison. C'est parce qu'en Espagne, tous les fonctionnaires ou militaires espagnols, pour eux, il est de bon ton d'avoir fait la Compostelle. Et la Compostelle, on l'a fait 150 kilomètres avant. Donc, effectivement, les 150 derniers kilomètres, ça pose problème. Mais sinon, après, non, après c'est pas pareil. Donc, effectivement, il y a cette évolution que je trouve. Mais malgré tout, on trouve quand même encore des gens intéressants. Moi, je vois sur l'avant-dernière fois, j'avais rencontré une dame qui rentrait de Compostelle à pied et qui m'avait expliqué qu'elle venait de croiser une autre femme qui remontait, qui allait vers Compostelle, qui faisait entre 1 et 4 kilomètres par jour. C'était une dame qui était percluse d'un problème rhumatoïde.
hein. Elle avait des gros problèmes d'arthrose rhumatoïde. Elle ne pouvait pas faire plus que ça, mais elle le faisait. Elle le faisait. Et quand elle faisait qu'un kilomètre, elle faisait 1 kilomètre. Tu dois, Alain, quand tu regardes tout ça, tu dois être très content, très fier de toi de l'avoir fait en 95 dans un monde différent. Ouais. Oui, parce que, alors en plus, j'ai un souvenir extraordinaire d'une fois où un patelin qui s'appelle Castro Jairis, que tu dois connaître, Mhm. qui est un joli village perché. Quand on le voit, à l'époque, quand on le voyait au milieu des champs de coquelicots. Maintenant, il n'y a plus de coquelicots parce que. Mais j'ai une photo avec les champs de coquelicots et le Castro Jairis au bout. Et alors, à Castro Jairis, dans un gîte, il était tenu ce gîte par un évêque anglican, provisoirement, et il y avait un Belge qui revenait de Compostelle, qui était un poète belge, et moi qui remontais. On était tous les trois. On a passé une soirée. Alors, on avait des difficultés parce que le Belge parlait pas anglais. Bon, donc on avait des difficultés pour parler et l'anglican, l'évêque anglican ne parlait pas français. Alors on arrivait en mélangeant de l'espagnol, de l'anglais et du français à faire quelque chose. Mais on a passé une soirée, on s'est régalé parce que on a évoqué la poésie, la philosophie, la symbolique. On est parti sur tout Je à fait suis, autre chose. je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce village-là, mais moi, je pensais que c'était unique à moi. J'ai une connexion avec ce village-là et je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui ont une connexion avec ce village-là également, Castro-Aires, et c'est vraiment très beau. Écoute, Alain, le temps presse, on a pratiquement terminé. Je sais que tu as plein d'autres randonnées, marches que tu as fait également. Dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de ces marches, randonnées, pèlerinages que tu as fait au courant de ta vie? Moi, je retiens une chose, c'est que d'abord, c'est un espace de liberté totale. C'est-à-dire que si on le fait seul, on est seul à décider de partir. On est seul à décider de savoir où on va. On est seul à décider de s'arrêter. On est seul à décider de là où on passe. Moyennant quoi, on quitte quelque chose, on le quitte tout seul, on ne sait pas du tout où on va aller, on va mourir à ce qu'on était et on va naître à ce qu'on va devenir et on ne sait pas où on va manger le soir même, on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas avec qui on va manger, mais on va être quelqu'un de nouveau avec cette autre personne. Voilà. Le chemin, pour moi, c'est à chaque pas une vie différente. Voilà. Voilà ce que je retiens. Et ça, je le retiens parce que ça peut devenir un art de vivre et je me demande si c'est pas l'enseignement essentiel de Saint-Jacques. Voilà. J'adore cette citation, puis je vais la retenir. À chaque pas est une vie différente. Vraiment, là, celle-là, je l'accroche beaucoup. Alain, je sais que ton temps est très précieux et tu m'as fait une petite fenêtre dans ton horaire. C'est vraiment un plaisir de t'avoir rencontré. Merci beaucoup de ton temps, Alain. Merci, au revoir. Et comme toujours, merci à nos invités qui viennent enrichir et qui viennent nous en apprendre, qui viennent nous partager, qui viennent des fois nous allumer également et aussi nous motiver. Hein, parce que des fois, c'est ce qu'on a besoin. C'est la portion finalement inspirée. Quand je vous dis que moi, Pascal Auger, Québec-Compostelle, je suis là pour informer, inspirer, préparer. Mais le côté inspiré, justement, c'est de rencontrer des gens comme ça qui ont des expériences, des vécus, qui font en sorte qu'on est sur le bout de notre chaise et on se dit, mon Dieu, j'aimerais donc ça, moi, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là? Comment je peux réaliser tout ça? Bien, j'espère que les gens qui viennent justement vous jaser comme ça, bien, vont vous donner ce petit coup de pied d'avantage pour vous encourager, vous inspirer, vous motiver à passer à l'action pour réaliser votre rêve finalement. J'aime beaucoup utiliser cette signature-là, qui est celle de Québec-Compostelle, réalise ton rêve. Souvent, les marchés au Québec ou encore Compostelle, c'est un grand rêve qu'on réalise. Des fois, ça fait 20, 30 ans. Et un coup qu'on est sur place, oh, qu'il y a des choses qui se démêlent dans notre tête et tout. Puis là, enfin, on se dit, je veux passer à une prochaine action pour réaliser des rêves que j'ai mis de côté
dans ma vie. Si ça vous tente donc de passer à l'action comme ça, bien, vous allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir plein de choses pour vous aider à vous informer, vous inspirer et vous préparer. Entre autres, on va faire un tour sur la page du calendrier. Vous allez voir dans le calendrier qu'il y a à peu près 60 à 75 % de toutes les occasions qu'il y a là, ben c'est gratuit. C'est des rendez-vous, des documents PDF, des Facebook Live, donc beaucoup de matières gratuites donc pour vous aider, vous inspirer. Et si ça vous tente par la suite d'aller plus loin dans cette expérience, dans cette aventure, il y a des programmes justement pour vous aider à vous informer en 3 étapes toujours. Vous informer, vous inspirer et puis vous préparer pour réaliser ce rêve et en quelque sorte vous épanouir également. Nous, notre objectif, c'est comme d'habitude, c'est de rendre la rando 3A. Ça veut dire accessible, agréable et abordable. Voir que c'est pas si compliqué que ça de faire de la rando, mais il faut être bien équipé et bien préparé. Mais ça ne veut pas dire que ça coûte les yeux de la tête, comme on dit. Hein? L'argent ne pousse pas dans les arbres, même les riches n'aiment pas gaspiller de l'argent. Alors, on va vous aider à bien vous préparer. Nous, on commence avec nos points G, nos 3 points G. C'est-à-dire qu'on va vous aider à construire, finalement, à préparer avec ce que vous avez dans votre garde-robe, dans votre garage ou encore dans votre grenier. Il y a souvent plein de choses. On n'aura pas besoin d'aller gaspiller de l'argent pour justement se préparer. On va commencer avec ça, par la base. Et après ça, si on aime vraiment ça de plus en plus, ben, on passera avec des vêtements, du matériel un peu plus technique. Donc, on commence vraiment par la base de tout. Et si jamais ça vous tente également, n'oubliez pas qu'il y a plein d'outils qu'on vous offre également, comme le défi Ça marche. On a des activités de team building également, des conférences scolaires, des conférences dans les centres de loisirs, des bibliothèques. On fait des randos d'un jour, d'un week-end, d'une semaine, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Donc, allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On y voit plein d'informations et comme je me plais à dire, c'est plein d'informations gratuites, donc de grande valeur que l'on vous offre comme ça, parce que c'est important de s'entraider et de voir si on aime ça au départ. Et quand on aime ça, ben c'est peut-être après ça finalement qu'on décide d'investir. Et c'est pourquoi que j'ai toujours les 3 étapes, c'est important. C'est s'informer. Au départ, on s'informe. On s'informe sur cette activité. Est-ce que ça me convient? Oui. Parfait, là on passe à la prochaine étape, on s'inspire, on regarde des conférences, entrevues comme aujourd'hui, on rencontre des gens qui connaissent cette expérience-là, qui l'ont vécue. Et si ça nous comble, ces 2 premières étapes-là, ensuite, on va commencer à se préparer physiquement et on va commencer à investir pour son équipement et son matériel. Alors, je vous invite donc à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.